la genèse de Solitude d'Israël, c'est d'abord une promesse. J'ai promis d'écrire ce livre. Comme vous l'avez rappelé, Steve Swissa, je me suis rendu en Israël le lendemain du 7 octobre, le 8 octobre. Je me suis rendu aussitôt auprès de familles d'otages. J'ai attendu avec elles des appels qui ne venaient pas. J'ai assisté auprès d'elles, de l'une d'entre elles, à un appel qui leur disait qu'ils ne recevraient plus jamais d'appel. J'ai attendu avec une autre famille dans un hôpital israélien où était soigné, d'ailleurs, quelques chambres plus loin, un terroriste du Hamas. J'ai attendu là encore des nouvelles d'un frère et d'un fils qui, lui non plus, ne reviendra jamais. J'ai passé du temps avec ces familles. Je suis retourné au kibboutz de Kfar Aza, qui est un kibboutz que je connaissais un peu, en tout cas depuis très longtemps. Les kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza, le kibboutz de Be'eri fondé à la naissance d'Israël par des juifs kurdes, le kibboutz de Kfar Aza, où je me suis rendu en 1967 avec mon ami Elie Bengal, qui avait accompagné quelques semaines plus tôt Sartre. Ce sont ces kibboutz pionniers, ces kibboutz pacifistes, ces kibboutz progressistes qui ont été en première ligne du malheur et de la dévastation. Et donc, dès le lendemain du 7, dans les jours qui ont suivi, je m'y suis rendu. Et là, j'ai recueilli probablement quelques-uns des premiers témoignages de l'horreur, des hommes qui s'étaient battus, des adolescents qui avaient vu leur mère ou leur sœur violée sous leurs yeux, des témoins qui commençaient de raconter, qui raconteront plus tard, plus en détail encore, qui commençaient de raconter ce à quoi ils avaient assisté de loin, parfois d'un peu plus près. Une femme violée pendant qu'un autre l'achevait, une autre femme violée aussi pendant qu'un autre lui découpait les seins, lui tranchait les seins au cutter. Des hommes s'acharnant sur une femme à demi morte pour lui briser les os. Et en particulier, me dit-on, ce jour-là, à Kfar Aza, l'os le plus résistant dans un corps de femme, l'os du pubis. J'ai recueilli tous ces récits-là. Et puis j'ai eu un sentiment, très vite. Le premier, c'est qu'on était en face, là, de quelque chose sur quoi j'ai, après beaucoup de philosophes, un peu réfléchi, qui est le mal absolu. Le mal absolu, ça veut dire le mal qu'on ne fait pas pour conquérir un territoire, qu'on ne fait même pas pour se venger, qu'on ne fait pas parce qu'on a souffert. Le mal pour rien. Le mal animé par aucune autre passion que le mal. C'est rare, ce mal-là. Le mal pour rien, le mal absolu. C'est ce dont j'ai entendu les relations dans ces jours qui ont suivi le 7 octobre. Et puis j'ai eu un deuxième sentiment en même temps. C'est que tout cela, après le moment de sidération planétaire, mondiale, j'ai très vite senti que tout cela allait en effet être gommé, être effacé. Que, comme disait un grand écrivain français que j'aime beaucoup, Louis Aragon, qui parlait de la gomme à effacer l'immondice humaine. Je savais que la gomme à effacer l'immondice humaine était en marche. J'entendais les uns ricaner sur une femme violée à Tunis, un député insoumis à qui je ne ferai pas l'honneur de lui donner ici son nom. J'entendais la présidente du groupe LFI ou la chef du groupe LFI au Parlement ricaner, elle aussi. Je voyais les mises en doute, je voyais un responsable politique de tout premier rang,
lorsque le CRIF s'associe à une manifestation organisée par la présidente de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, lui encore, ricaner grassement, souhaiter la bienvenue aux auxiliaires du massacre à Gaza. J'ai senti que tout ça, plus ce négationnisme rampant, plus ces femmes dont on se doutait de la parole, dont on exigeait qu'elles témoignent alors qu'elles étaient déjà mortes, les seules femmes, au fond, dont la parole ne suffisait pas ou dont les souffrances telles qu'elles avaient été vues n'étaient pas suffisantes. Voyant tout cela, j'ai compris qu'il y avait une machine effroyable qui était en marche et que, à cette sidération succéderait un monde où le 7 octobre deviendrait un point de détail de notre histoire. Donc, j'ai promis aux familles d'otages, j'ai promis aux survivants de Kfar Aza et de Be'eri, j'ai promis aux survivants de la Rave Party qui me racontaient comment une camarade avait tenté d'appeler sa famille pour un dernier appel et a été exécuté d'une balle dans la tête. Je leur ai promis de raconter, de témoigner. Zachor, souviens-toi, c'est une injonction que je me suis faite à moi-même et c'est, mon cher Steve Swissa, la première genèse de ce livre, en effet, Solitude d'Israël. La deuxième raison qui fait que j'ai écrit ce livre, c'est que, cher Manuel, cher ami, Israël, face à cette épreuve, est seul, quoi qu'on en dise. Bien sûr, il y a des âmes libres, il y a des âmes nobles, il y a des âmes ferventes comme la vôtre qui sont là. Mais sur la scène internationale, j'ai été aussitôt suffoqué par cette solitude atroce d'Israël dans cette épreuve. Et ce qui m'a suffoqué, et j'y pensais en vous écoutant, ce qui m'a suffoqué, c'est que il y a eu d'autres grands attentats terroristes dans l'histoire récente, ceux que vous avez évoqués. Et puis un peu plus tôt, Bataclan, Hyper Cacher, Charlie Hebdo. Et puis 15 ans plus tôt, il y a eu l'attentat terroriste monstre du World Trade Center à New York, les tours jumelles le 11 septembre. Pour chacun de ces épisodes, à chacune de ces attaques terroristes, a toujours répondu une coalition forte, nombreuse. Quand vous avez décidé d'envoyer des avions français avec le président Hollande à Mossoul, vous aviez avec vous des grands alliés, vous aviez des Émiratis, vous aviez des Américains, vous aviez des pays arabes. La France n'était pas seule. Lorsque le 11 septembre a eu lieu et que les Américains ont décidé, à juste titre, d'aller chercher Ben Laden dans ses caches à Bora Bora, en Afghanistan, les Américains, et c'était bien, ont entraîné derrière eux encore une grande alliance de pays amis et démocratiques. Là, le 7 octobre, pardon, mais dans l'échelle du pire, c'était peut-être pire à cause de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à cause de ce sadisme, de cette cruauté, de ce mal pour rien. C'était presque pire. Le 7 octobre, c'était pire certainement parce que ce n'était pas un vague Al-Qaïda planqué dans des grottes en Afghanistan. Ce n'était pas un faux califat, État islamique, Daesh. Non, c'était Gaza, c'est-à-dire une part d'une Palestine en gestation, reconnue par la loi internationale, dont l'autorité est présente à titre d'observateur aux Nations Unies. C'est de là qu'est venue l'attaque. Pas un gang, pas un califat autoproclamé. Donc là encore, il y avait quelque chose peut-être de plus terrible, encore de plus redoutable. Et surtout,
La grande différence entre les attaques auxquelles vous avez riposté, Manuel Valls, et les attaques auxquelles les Américains ont riposté en 2001, c'est que le Hamas, ce n'est pas seulement le Hamas. Autour du Hamas, et on l'a compris tout de suite, se tenait toute une constellation de puissances. Le Hamas, c'était ces pays arabes, ou certains de ces pays arabes où l'on a dansé en apprenant la nouvelle des éventrements, des dépiéçages des corps juifs dans les kibboutz. Le Hamas, c'est la Turquie, dont le président Erdogan, kéfié autour du cou, a crié vengeance, a qualifié l'action du Hamas non pas d'action terroriste, mais d'action de résistance, et s'est offert à produire des preuves à un éventuel tribunal international ou une cour internationale qui ne tardera pas à se réunir, comme vous savez, en Afrique, à l'initiative de l'Afrique du Sud. Donc c'est aussi la Turquie. Et puis le Hamas, c'est évidemment l'Iran. On sait aujourd'hui que le Hamas n'est rien, ne serait rien, s'il n'était pas la marionnette du régime des ayatollahs. On sait que les actes monstrueux du 7 octobre ont été préparés, fomentés, validés quelques semaines avant le 7 octobre encore par une délégation de gardiens de la Révolution venus à Beyrouth rencontrer les responsables du Hamas. On sait tout cela. On sait que le Hamas, c'est aussi la Russie, Poutine. On s'en doutait. Et puis on en a eu l'aveu de la bouche du président réélu de Russie. Et puis au spectacle, à la vue de cette délégation du Hamas reçue en grande pompe avec tapis rouge à Moscou avant le 7 octobre et après. Donc le Hamas, c'est tout ça. C'est même d'une certaine façon ce très grand pays de très ancienne culture, magnifique, la Chine, qui est un des pays qui s'est abstenu de condamner le 7 octobre et de qualifier, comme il se devait en tout cas, d'organisation terroriste le Hamas. Donc là, nous avions le 7 octobre une sorte de Lilliput, toute petite entité, mais un Lilliput en étendue, qui voyait se cristalliser autour de lui toute cette internationale sombre, dotée d'une puissance considérable. Or, c'est là, précisément, que l'offensé, l'agressé, se retrouve seul. Face à un petit Al-Qaïda isolé, face à un petit Daesh méprisé, il y a du monde, tout le monde. Et puis là, face à ce Hamas, fédérateur de cet empire en formation, de cet empire à 5 têtes, il n'y avait personne. Et là, il y a quelque chose d'absolument insupportable. J'ai souvent dit, dans toutes ces dernières années, je m'entends dire des Bosniaques qu'ils étaient la première ligne de l'Europe. Je m'entends dire des Kurdes, cher Jean-Michel Blanquer, qu'ils étaient et qu'ils sont le rempart contre Daesh. Mes chers Ukrainiens, la ligne de défense de l'Europe, Israël, c'est tout ça à la fois, et pourtant, il se bat seul. Et quand il a des alliés, ce sont des alliés étranges, qui le soutiennent à demi, qui demandent, qui des cessez-le-feu, qui des trêves durables, qui recommandent ce qu'ils ne se seraient jamais recommandés à eux-mêmes lorsqu'ils affrontaient Al-Qaïda ou Daesh, c'est-à-dire ils réclament à Israël de la mesure, de la modération et du compromis. Cela me semble absolument insoutenable, le monde à l'envers, et j'ai écrit ce livre parce que je crois qu'à l'inverse, nous avons les démocraties, le monde encore libre,
un devoir de soutien inconditionnel, à Israël dans sa guerre avec le Hamas et avec l'internationale noire qui l'encadre et le soutient. La troisième raison pour laquelle j'ai écrit ce Solitude d'Israël, c'est que, au fond, je sais bien pourquoi Israël est si seul. Je sais bien pourquoi ce deux poids et deux mesures qui fait que tout le monde était aux côtés de la France, tout le monde aux côtés des États-Unis, personne aux côtés d'Israël, quand c'est Israël qui affronte le même danger. Alors bien sûr, l'antisémitisme, c'est vrai. La haine des Juifs, pour mieux le nommer, c'est évident aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une stratification d'idées fausses, de préjugés, de clichés qui sont enquistés dans les têtes depuis 75 ans, depuis la naissance d'Israël, et dont j'ai voulu essayer une bonne fois de les déconstruire. S'il n'y a personne au secours d'Israël, c'est parce que tout le monde a dans la tête cette idée fausse, cette idée absurde d'un Israël fait colonial. Israël fait colonial. Les cons. S'ils savaient, s'ils faisaient un peu d'histoire, ils sauraient que c'est au contraire contre le grand colonialisme de l'époque, contre l'empire du moment, c'est-à-dire le Royaume-Uni qu'Israël s'est constitué. Je raconte tout ça dans ce livre. Bien sûr, la déclaration de Balfour, bien sûr, cet immense bonheur qui a saisi les Juifs du monde à un court instant quand ils ont entendu le premier lord de l'Amirauté, ancien Premier ministre de Sa Majesté, ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour, dire qu'ils avaient droit à un foyer national. Et puis aussitôt après, pendant les 30 ans qui suivront, une volonté, parce que c'est la loi des empires, parce que la Grande-Bretagne, comme tout empire qui se respecte, ne voulait pas voir démanteler cet empire, une volonté d'effacer la déclaration de Balfour. Lisez les reportages de Joseph Kessel au moment de la naissance d'Israël, ces reportages magnifiques où il raconte comment c'est de hautes luttes contre les empires, et notamment contre l'empire de l'époque, que les vaillants soldats d'Israël, les rescapés des camps, les passagers clandestins de tous les exodus ont arraché le droit à leur terre. Rien n'est moins colonial qu'Israël. Israël est l'image même d'une lutte anticoloniale, d'un combat anti-impérialiste, armes à la main, qui a réussi. Il y a une autre idée folle, absurde, bête, qui est dans toutes les têtes et qui fait qu'ils sont si nombreux, parfois les salauds, bien sûr, mais parfois aussi des gens de bonne volonté, à aborder avec méfiance, avec prudence, cette idée d'un soutien à Israël. C'est l'idée d'Israël avant-poste, c'est comme ça qu'ils disent, je crois, avant-poste de l'Occident, avant-poste des États-Unis, 51e État américain. On entend ça partout, tout le temps, chez les progressistes. Là encore, je crois, c'est absurde. Les gens savent, vous savez, vous sûrement, mais enfin, tous ne savent pas que, par exemple, un exemple parmi d'autres, ce prétendu veto automatique opposé par les États-Unis à toute résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui serait défavorable à Israël. C'est quelque chose de très récent. C'est à partir de 2001, World Trade Center, c'est-à-dire à partir du moment où les États-Unis ont été eux-mêmes frappés dans leur chair par le terrorisme,
qu'en effet, ils ont vétoisé systématiquement tout ce qui pouvait parler. Mais avant cela, il y a des chiffres, il y a des statistiques que je donne dans le détail. Avant cela, depuis sa naissance jusqu'au début du XXIe siècle, il y a eu des vétos et des pas vétos. Israël a été un allié récalcitrant et parfois très amical des États-Unis et vice-versa. Et c'est ça que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis, dont on voit probablement le retour aussi sur les campus, chez les démocrates, chez ce speaker des démocrates au Sénat, M. Chuck Schumer, qui se permet, en temps de guerre, de demander à Israël de lui recommander de changer de gouvernement, et ainsi de suite. Tout ça crée un salmigondis dans les têtes qui induit en fausseté et qui induit en lâcheté. Et puis il y a un autre argument que j'essaie de déconstruire et qu'on entend tous les jours, c'est l'histoire de la Nakba. Évidemment qu'il y a eu des Palestiniens qui, en 1948, ont quitté leur terre, et c'est toujours terrible d'avoir à quitter sa terre. Mais là encore, la Nakba, c'est pas ce récit légendaire que l'on nous resserre à longueur de colonnes ou d'éditoriaux. Quand on regarde les choses, quand on lit l'histoire, on voit que partie d'entre eux, de ces Palestiniens arabes, ont été en effet chassés par les armes, que leur immense majorité est partie de son plein gré en espérant revenir dans les fourgons de l'ennemi. Et surtout, on ne parle jamais dans ces cercles réprobateurs d'Israël de cette Nakba à l'envers, de ces autres réfugiés, beaucoup plus nombreux, qui n'ont pas eu à faire, eux, quelques dizaines de kilomètres pour retrouver un logis, mais qui ont dû en faire des centaines ou des milliers, qui sont les réfugiés juifs, chassés avec armes et bagages, en ayant à peine le temps de faire leurs bagages des pays arabes voisins au moment de la naissance d'Israël. Donc c'est tout ça qui, dans les têtes, fait obstacle à cette solidarité avec Israël. C'est l'idée aussi d'une démocratie fragile, d'une démocratie à l'agonie. Cette idée, elle a été entretenue aussi d'ailleurs par tout le monde, par des non-juifs et par des juifs. Cette idée-là, elle est si fausse aussi. Et j'essaie de dire pourquoi. Vous savez, il y a un test de la démocratie. Ce test, c'est le test de l'état d'exception. Quand il y a une guerre, un état d'exception, c'est là où on voit si une démocratie tient ou pas. Je parlais des Américains après le 11 septembre. Quelques dizaines de jours plus tard, 70 ou 75 jours plus tard, Patriote 1, Patriote 2, des mesures restrictives des libertés. Dans notre pays, en France, plutôt 50 ans plus tôt, guerre d'Algérie, quelques mois après le début de la guerre, là encore, état d'exception, institutionnalisation de la torture, liberté de la presse entravée, et ainsi de suite. Israël est en guerre depuis pas 75 jours, pas 75 semaines, mais 75 ans, en guerre perpétuelle, et la démocratie tient bon. Et lorsque un gouvernement menace d'en saper l'un des piliers, la société israélienne tout entière est dans la rue pour s'y opposer. Donc tout ça, tous ces clichés, toutes ces idées fausses, c'est cela qui fait obstacle et à ce soutien, et c'est tout cela qui fait la solitude d'Israël. Et j'ai écrit ce livre pour essayer de dire précisément à tous les vrais progressistes, à tous les vrais humanistes,
à toutes les vraies féministes, pas celles qui chassent les femmes juives de leur cortège le 7 mars dernier parce qu'elles sont juives, pardon, sionistes. J'essaie de leur dire à tout cela qu'Israël incarne leurs valeurs, qu'Israël rassemble tous les combats qui sont les siens et que c'est aux côtés d'Israël qu'il devrait se tenir. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre d'Israël. Et puis je l'ai écrit aussi pas pour les autres, donc bien sûr, pour les autres, pour les responsables de cette solitude, mais je l'ai écrit aussi pour vous. Vous, c'est-à-dire les amis d'Israël, les amis du peuple juif que vous êtes et les juifs, et pour moi. Je l'écris pour nous tous parce que je sais aussi, je suis suffisamment allé en Israël, j'ai suffisamment souvent couvert les guerres d'Israël pour savoir que la guerre, c'est aussi, même quand on a raison, même quand on est agressé, quelque chose de monstrueux et d'horrible. Et je sais, je suppose, mais je sais que tous ici, vous êtes comme moi, hantés par les ravages de la guerre. Les jeunes soldats de Tsahal morts sous le feu, mais aussi, bien sûr, les victimes civiles palestiniennes. Je sais que nous sommes tous, comment ne pas être, quand on est père, quand on est mère, quand on a eu la tentation d'être père ou mère, comment ne pas être habité, hanté, tourmenté par ces images que l'on nous montre, que nous voyons sur les réseaux sociaux, de ces victimes civiles, parfois de ces enfants, tirés des décombres par leur père ou par un étranger lorsque leur père et leur mère sont morts aussi. Comment ne pas être hanté par tout cela? Et comment parfois ne pas se sentir vaciller? Alors moi, je ne vacille pas. Et je ne vacille pas parce que j'ai passé toutes ces semaines à réfléchir à cela. Et j'ai passé toutes ces semaines d'abord à analyser les chiffres. Il y a là ici mon ami David Samuels qui, dans son journal aux États-Unis, Tablet, vient de publier une étude tout à fait extraordinaire d'ailleurs qui corrobore ce que je vais vous dire. Les chiffres du Hamas, ce n'est pas un argument, mais enfin, sont faux. Ils sont mathématiquement faux. Une courbe de mort qui monte régulièrement à l'unité près de jour en jour, comme si elle avait été générée par un algorithme, c'est absurde. Un chiffre de mort qui mêle les combattants et les civils. Un chiffre de mort qui ne nous dit pas quelle est la proportion parmi les morts de ceux qui le sont morts du fait des roquettes perdues palestiniennes, dont nous savons qu'un très grand nombre, un cinquième, retombe sur Gaza. Ce chiffre-là n'a pas de sens. Ce chiffre-là est une imposture. Et ceux qui le véhiculent, ceux qui l'affichent, sont des tricheurs, sont des truqueurs. Après, il y a les faits. Après, il y a les faits. Après, les chiffres. J'entendais hier soir le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, M. Borrell, parler avec toute son autorité, comme un fait établi, d'une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Et s'il y a parfois, dans certains points de Gaza, un manque évident de nourriture, ce n'est pas la faute d'Israël qui a laissé passer les camions, qui les a inspectés et qui les a laissés passer. Non, c'est la faute du Hamas qui, entre deux allers et retours dans ces tunnels, a fait main basse sur les camions, en a vendu les marchandises au marché noir ou au marché tout court et a concouru à affamer sa propre population. C'est vrai de ça. C'est vrai de l'histoire du convoi humanitaire dont la presse s'est emparée
alors que je terminais les corrections d'épreuves du livre, et dont on a commencé à nous dire que c'était l'armée israélienne qui avait fait 100 morts ou 110 morts avant de finir par dérouler le fil de l'événement et de comprendre que c'est pas 100 ou 110, c'est 7, 8 de trop. Mais là encore, une fake news dans toute sa splendeur. Mais enfin, on peut discuter sur les faits, on peut discuter sur les chiffres, et c'est peut-être pas si décisif que cela. La vraie question, en tout cas pour moi, c'est la question de la responsabilité morale. La responsabilité morale de la mort des civils. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'armée qui prévient avant de tirer, qui retarde son offensive de plusieurs heures, de plusieurs jours, parfois d'une semaine ou deux, afin d'être bien certaine que tous ceux qui le voudront et qu'elle adjurera de le faire seront évacués? Est-ce que c'est l'armée dont j'ai vu des officiers dans des centres de commandement dérouter à la dernière seconde un projectile, un missile, parce qu'on voyait apparaître sur l'écran la silhouette d'un civil? Est-ce que c'est l'armée israélienne, qui est la seule au monde, à intégrer à ses brigades et à ses bataillons des juristes chargés de valider en temps réel la conformité ou non à la loi internationale et à la loi d'Israël d'une frappe? Est-ce que c'est elle la responsable, ou est-ce que c'est l'organisation de terroristes, de salopards qui prennent en otage non seulement les 240 Israéliens, mais leur propre peuple, qui leur interdisent d'évacuer, qui leur ferment les routes d'accès, qui tirent sur les fuyards pour les dissuader de partir? Qui est responsable? Sinon, le Hamas, dont toute la stratégie depuis le 7 octobre est de faire le maximum de victimes israéliennes possibles, mais aussi de faire le maximum de victimes palestiniennes possibles, afin, elles aussi et peut-être elles surtout, de les brandir comme des trophées à la face de la communauté internationale pour renvoyer Israël au scandale du monde qu'est le massacre des civils et des enfants. C'est pour cette raison-là, parce que je suis convaincu de ce que je viens de vous dire, et je vous supplie de me croire. J'ai interrogé, travaillé, vérifié. C'est pour cette raison-là que je ne vacille pas et que je pense toujours, comme au premier jour, qu'Israël, dans cette guerre, encore une fois, terrible, atroce, chaque victime de quelque bord que ce soit est une victime de trop, mais c'est pour cette raison que je pense qu'Israël se conduit aussi bien qu'il est possible de se conduire en temps de guerre. Et qu'Israël, se conduit, hélas, parce que la guerre, c'est toujours, hélas, de manière exemplaire. Et puis, et cela, encore une fois, c'est pas des mots d'estrade. Je vous promets que je me suis posé ces questions au plus profond de moi-même. J'ai passé ma vie, Steve Swissa l'a dit en quelques mots, j'ai passé ma vie à défendre les droits de l'homme, à penser et à dire qu'il n'y a pas de victimes suspectes et de bourreaux privilégiés, qu'un mort est un mort, qu'une vie civile est une vie civile. Je sais cela, je pense cela, c'est ma doctrine la plus fondamentale, et avec mes camarades d'autrefois, André Glucksmann et d'autres, nous avons, je crois, rétabli cela, cette idée simple. Eh bien, en mon âme et conscience, je pense, et c'est, je crois, l'un
l'une des choses dont je suis le plus fier dans ce petit livre, je crois avoir établi que c'est ceux qui étaient les gardiens de leurs frères et qui n'y ont pas veillé et qui les ont sacrifiés, qui les ont condamnés aux égouts ou au rez-de-chaussée des immeubles, tandis que se planquer dans leur tunnel ou dans leur villa du Qatar, c'est le Hamas. Et puis, un mot encore, si j'ai écrit ce livre, c'est aussi un peu pour moi-même. Dans la vie d'un écrivain juif, il y a souvent, je crois, un rendez-vous secret, de longue date, avec ce livre-là, avec un livre sur Israël. Ce rendez-vous avec Israël, il a été capital pour Joseph Kessel, lorsqu'il a rassemblé ses articles de François magnifiques après la guerre d'indépendance. C'est un rendez-vous que s'est fixé à lui-même Raymond Aron dans son beau livre de révolte et de sursaut après la guerre des 6 jours et la phrase terrible du général de Gaulle sur le peuple d'élite dominateur et sur lui. C'est un rendez-vous que Léo Strauss s'était fixé à lui-même. Pourquoi nous sommes encore juifs? C'est peut-être le rendez-vous qu'Hannah Arendt a manqué. Bref, j'avais un juif, un écrivain juif, même lorsqu'il a été depuis son plus jeune âge lié de toute son âme et de tout son corps à Israël, il a ce rendez-vous-là. Et ce rendez-vous, je l'ai honoré aujourd'hui. Et ce que j'ai voulu dire, alors là, c'est par-delà le 7 octobre, par-delà la guerre, parce que cette guerre ne durera pas, parce qu'Israël va la gagner, parce que Rafah sera réduit, parce que les civils de Rafah seront évacués, que les 3 derniers bataillons du Hamas seront mis hors d'état de nuire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Israël d'après. Et cet Israël d'après, écoutez, j'essaie de fixer dans ce livre ma doctrine personnelle sur lui. Je pars d'une glose de Rachi qui me travaille, à laquelle je pense depuis très longtemps. Depuis mon premier livre juif, le Testament de Dieu, c'est une glose, un commentaire étrange de Rachi qui cite son père, Rabbi Isaac, et qui dit, mais au fond, pourquoi est-ce que la Torah ne commence pas au chapitre 12 de l'Exode, c'est-à-dire au moment de l'alliance entre Elohim et le peuple d'Israël? Pourquoi nous avoir infligé avant cela toute cette histoire de création du monde, de la terre et des nuages, des oiseaux et des animaux? Pourquoi tout ce tohu et tout ce bohu? Pourquoi pas commencer direct à l'alliance? Et puis il y a une deuxième glose de Rachi dont je pars, qui m'a été signalée par un autre de mes camarades. J'ai cité David Samuels. Il faudrait que je cite, s'il est là, Pascal Baquet, mon camarade et mon compagnon dans ces circonstances-là. Une autre glose de Rachi, une glose consacrée à un fragment du Lévitique, où Elohim dit au peuple d'Israël qu'il va le vomir de sa terre. Et qu'il va le vomir parce que cette terre d'Israël, elle est comme un prince à l'estomac délicat, qui ne supporterait pas des nourritures trop lourdes. Alors j'ai mis en rapport ces deux commentaires de Rachi, et au fond je me suis dit que ce que j'aimais en Israël, ce que je trouve beau en Israël, ce que je trouve irremplaçable en Israël, c'est que l'État-nation israélien ne pèse pas trop lourd sur l'estomac fragile de ce prince qu'est la terre d'Israël. C'est ce que j'aime en Israël, c'est que Israël
est un pays que ses habitants habitent avec légèreté et grâce. Ce que j'aime en Israël, c'est que depuis son pacte fondateur, jusqu'à cette démocratie constamment revivifiée dont je vous parlais à l'instant et dont nous ont parlé le Premier ministre Valls et le ministre Blanquer, c'est-à-dire cette société qui accueille en son sein des Bédouins, des Druzes, 20% d'Arabes, des chrétiens et autres. Cette société-là est une société qui habite sa terre avec grâce, sans la pesanteur du chauvinisme, sans la lourdeur du pousse-toi de là que je m'y mette, qui est le cancer de la peau des nations. Il y a quelque chose qui, depuis mon premier voyage en Israël, il y a maintenant 55 ans, me bouleverse. C'est cette grâce de l'habitation juive en Israël. Et c'était tout le débat d'ailleurs des fondateurs du sionisme. Comme vous le savez, évidemment, il y avait ceux qui disaient « nous devons être un pays comme les autres et nous aurons gagné ». C'était un mot attribué à Ben Gurion dont je ne suis pas sûr qu'il l'ait tenu et qui m'a assuré la seule fois où je l'ai rencontré en 1967, qu'il ne l'avait jamais tenu, mais Ben Gurion qui aurait dit « nous aurons vraiment gagné lorsque nous aurons nos escrocs juifs, nos putes juives et nos salauds juifs ». Et puis il y a ceux qui disaient le contraire, qui disaient non, ça n'a d'intérêt de faire Israël. Nous avons tellement attendu cette naissance d'Israël. Nous sommes un produit si tard venu du grand réveil des nations que ça ne servirait à rien de faire un État comme les autres. À quoi bon? On arrive un siècle après les autres. Un siècle après les risorgimentos, les unités, machin, 50 ans après, unité allemande. À quoi bon faire une nation comme les autres? Je crois que ce sont eux qui ont gagné. Je crois que ce sont eux qui ont noué le beau contrat social israélien. Et même s'il y a aujourd'hui, bien sûr, des femmes et des hommes en Israël qui rompent le contrat, même s'il y a au gouvernement des hommes dont le nom m'écorche la langue, que je n'ai pas envie de prononcer, et qui n'appartiennent pas à cette belle tradition-là, de cette habitation légère, de cette habitation gracieuse, même s'il y a bien sûr des hommes en Israël qui confondent patriotisme et chauvinisme. Je crois que ce n'est pas ça, Israël. Je crois que ce n'est pas ça qui l'emporte aujourd'hui encore, et je crois que la grandeur d'Israël, c'est qu'il résiste jusque dans les moments de crise les plus terribles, jusque dans les états d'exception les plus insoutenables, il résiste à cette tentation-là, comme si la pomme empoisonnée du mauvais nationalisme, Israël s'y entendait comme aucun autre, à en recracher avec un art de cracheur de feu la substance vénéneuse. Israël fait cela. Et chaque fois que je me retrouve dans ce pays magnifique, et même au lendemain du 7 octobre, dans ce Tel Aviv pétrifié, désert, ville morte, dans ce Jérusalem, en effet, pays-monde, comme vous le rappeliez, mon cher Manuel, où cohabitent des rabbins, des popes, des moines arméniens, des Polonais religieux, des Ukrainiens laïcs, des start-upers, des jeunes étudiants de yeshiva enroulés hiver comme été dans leur fourrure. Cet Israël-là reste un miracle. Alors,
Il est seul lui aussi. Il est seul lui aussi. Mais sa solitude, cette solitude-là, elle est bien différente de l'autre. C'est la belle solitude dont parlait Balaam, le prophète non-juif, le devin, qui dit Deutéronome que Israël est seul, campant à part des nations. C'est la belle solitude d'Abraham, dont il est dit qu'il se tient sur la rive du fleuve, les nations de l'autre côté du fleuve. C'est la belle solitude dont parle le Maharal de Prague dans un livre qui s'appelle L'éternité d'Israël et qui raconte lui aussi comment tous les pays du monde sont des étendues, les empires encore plus des étendues et les empires d'aujourd'hui, les empires des Erdogan, des Khamenei, des Poutine, plus encore que plus, et qu'Israël est un point secret, un point irradiant, un point qui exprime et qui dit la solitude, la vérité et l'honneur de l'humain. C'est cet Israël-là que j'aime. C'est cet Israël-là auquel je suis fidèle depuis le premier jour. Et c'est cet Israël-là dont je pense que le monde entier, aujourd'hui, dans l'épreuve terrible qu'il traverse, devrait le célébrer au lieu de le vilipender. Merci beaucoup.